Pour réguler leur cycle de vie, les plantes produisent des hormones, des phytohormones. Mais savais-tu que nous, cultivateurs amateurs que nous sommes, pouvons nous servir de leurs propriétés pour densifier une plante, la bouturer ou encore essayer de stabiliser ses variégations? Bienvenue dans ce second épisode du blog de Physiologie des plantes. Si tu es nouveau par ici, alors songe à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Aujourd'hui, on va parler des différentes familles de phytohormones, de leurs principaux rôles sur le métabolisme des plantes, puis on s'attardera en particulier sur quelques cas pratiques. L'idée sera ici de te montrer quelques champs d'application. Ce dont j'ai choisi de te parler aujourd'hui, ce sont des cas concrets auxquels moi j'ai été confrontée en tant que débutante, alors je me dis naïvement peut-être que ça pourrait te servir. Je tiens à préciser que je n'aborderai ici que les aspects qui m'ont été utiles pour ma propre culture en tant que particulier amateur. Il existe par exemple toute une partie de l'effet des phytohormones sur la floraison ou la nouaison pour l'horticulture ou le maraîchage. Ce sont là des sujets que je ne maîtrise pas du tout, donc je ne me risquerai pas à en parler. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas une professionnelle. Comme la plupart d'entre vous, probablement, je suis une amatrice. Passionnée, certes, mais amatrice quand même. Je cherche simplement à mieux comprendre mes plantes pour mieux m'en occuper. Comme d'habitude, on commence par un peu de théorie. Les phytohormones sont des substances organiques dites endogènes. Ça veut dire qu'elles sont produites par la plante elle-même. Elles en fabriquent constamment, mais en de très faibles quantités. Il faut voir ces molécules comme des messagers chimiques internes qui permettent à la plante une bonne coordination de son cycle de vie classique, mais qui lui permettent aussi de réagir face à des stress, des événements anormaux, qu'ils soient de nature biotique, c'est-à-dire provoqués par d'autres organismes vivants, des prédateurs, bactéries, champignons, virus, insectes, ou alors de nature abiotique, c'est-à-dire des stress liés à l'environnement, un épisode de sécheresse, une tempête, une brûlure liée à une surexposition par exemple. Il existe plusieurs catégories, plusieurs familles de phytohormones. Parmi les plus connus, les auxines, les cytokinines, les guibérellines, l'éthylène ou encore l'acide abscisique. Aujourd'hui, je ne vous parlerai que des deux premières, les auxines et les cytokinines, car ce sont celles dont les propriétés nous intéressent le plus et dont elles nous sont le plus utiles, et parce qu'elles fonctionnent un petit peu ensemble, si je puis dire. Les autres, je ne les maîtrise pas du tout, donc je préfère simplement ne pas vous en parler. Les auxines sont synthétisées dans le méristème caulinaire de la plante, au niveau de l'apex, la tête de la plante, et elles sont diffusées via la sève élaborée vers le bas de la plante. Les cytokinines, c'est tout l'inverse. Elles sont principalement synthétisées au niveau des apex radiculaires, donc au niveau du bout des racines, là où il y a les coiffes, et elles se diffusent via la sève brute vers le haut de la plante. Si ces premières notions ne sont pas claires pour toi, alors je te laisse aller checker d'abord ma première vidéo. Ces deux types de phytohormones fonctionnent en synergie. Elles assurent ensemble une croissance équilibrée des organes de la plante, puisqu'elles sont complémentaires. Les auxines favorisent l'élongation cellulaire, tandis que les cytokinines favorisent, elles, la division cellulaire. Cependant, on dit aussi de ces deux familles d'hormones qu'elles ont des effets antagonistes, c'est-à-dire qu'elles exercent des effets opposés. D'une part, les auxines imposent la dominance apicale. On en a parlé dans l'épisode précédent. Ça veut dire que la présence d'auxines privilégie l'élongation et la croissance de la tige principale au niveau de l'apex de la plante en inhibant le développement des bourgeons axillaires, les fameux yeux. Autrement dit, les auxines empêchent la plante de se ramifier et lui imposent une croissance dite monopodiale avec une seule et unique tige principale. A l'inverse, les cytokinines favorisent la ramification et stimulent la croissance de ces fameux bourgeons axillaires. Elles ont donc un effet opposé à celui des auxines. Mais du coup, si elles s'opposent, comment ça peut fonctionner, me diras-tu? Ben, il n'y a pas de secret, la nature est bien faite. Pour comprendre comment ça se passe de manière très simplifiée, prenons l'exemple d'une jeune plante, quelle qu'elle soit. À ce stade de maturité, les auxines jouent leur rôle pour assurer une croissance verticale monopodiale du plantule. L'ensemble de la plante contient dans sa sève un mélange auxine-cytokinine qui assure élongation et division à la plante, une croissance plutôt stable en somme. Mais regarde ce qu'il se passe quand la plante grandit. Lorsque la tige principale atteint une certaine hauteur, il se crée alors une sorte de déséquilibre hormonal entre la base de la plante et la tête. La tête, elle, est chargée d'auxines, certes, mais la base du pied, elle, devient tellement éloignée de la tête de la plante qu'il n'y a alors plus ou trop peu d'auxines dans la sève à ce niveau-là. Étant plus proche du système racinaire, la base de la plante devient alors plus concentrée en cytokinine. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les bourgeons axillaires s'activent et la plante se ramifie. Ouais, la nature est bien faite. Mais voyons maintenant comment on peut utiliser ces propriétés.
Je suis sûre qu'avant même de tomber sur cette vidéo, tu as déjà entendu parler de la méthode qui consiste à pincer ces plantes pour forcer la ramification. C'est quelque chose qu'on pratique beaucoup dans le jardin, au potager par exemple, avec les herbes aromatiques ou certains légumes. Eh bien, cette méthode est un très bon cas d'école pour te démontrer l'action des phytohormones. En coupant la tête d'une tige de menthe par exemple, on leur coupe la tête! Alors tu prives la tige d'auxine pendant un moment. Ce faisant, tu inverses artificiellement la balance hormonale en induisant une dominance des cytokinines dans la sève. Donc la tige développe ses bourgeons axillaires et se ramifie de façon plus prématurée que ce qu'elle aurait fait naturellement. Tu obtiens alors davantage de menthe pour tes mojitos. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Eh bien, sache que cette méthode, tu peux l'appliquer avec bon nombre de plantes d'intérieur. Monstera, Syngonium, Aglaonema, Dieffenbachia, Alocasia, même Anthurium, c'est une excellente méthode pour étoffer une plante. On lui coupe la tête, mais pour ne rien jeter, on la met à bouturer, évidemment. Tandis que la base, qu'on appelle le pied mère, va se ramifier. Si la plante est un peu faible, il est possible qu'elle ne sorte qu'une seule nouvelle tête, mais si elle est très en forme, il est possible que plusieurs bourgeons se développent simultanément. Tu peux ensuite tout replanter ensemble et te voici avec un monstre à 3 têtes, 2 fois plus gros qu'avant, ça aussi c'est cadeau. Et puisqu'on parle de bouturage, là aussi, les phytohormones ont une sacrée importance. Reprenons notre petit schéma de distribution des auxines et des cytokinines au sein d'une plante. Et on va l'appliquer très concrètement à mon magnifique philodendron verrucosum. Oui, je profite carrément de ce moment pour te le montrer, que dis-je pour l'exhiber, parce qu'après tout, on est sur une chaîne de plantes. Donc mon philo est arrivé au bout de son tuteur, que je ne souhaite pas étendre par souci d'équilibre. Je prévois donc de le bouturer, de couper le tronc entre les nœuds pour le débiter en plusieurs morceaux. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on bouture une plante, les variations de concentration d'hormones qu'il y a le long du tronc vont avoir une implication sur le développement des futures boutures prélevées. On parle d'organogenèse, la genèse des organes. Donc le processus par lequel de nouveaux organes sont formés après la coupe, après le bouturage. Il existe grosso modo 3 cas possibles. Sur une bouture de tête qui contient l'apex, qui est donc chargé d'auxine, le premier organe à sortir après la découpe, ce sont les racines. On parle de rhizogenèse, c'est le système d'organes racinaires qui se développe en premier. C'est encore plus vrai pour les aracées grimpantes, du fait de leurs racines aériennes. Les racines aériennes sont le plus actives à proximité de la tête parce qu'il y a une forte teneur en auxine, ce qui assure une reprise racinaire post-bouturage avec le plus grand taux de réussite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le prix d'une bouture de tête est systématiquement plus cher que celui d'une bouture de tronçon. Meilleure reprise, meilleur taux de réussite. Si on veut rentrer un petit peu dans le détail, d'un point de vue chimique, note que les acides aminés sont ce qu'on appelle des précurseurs des auxines. Autrement dit, si on considère les auxines comme des grosses chaînes de molécules bien complexes, bien grosses, les acides aminés sont les différents maillons associés les uns aux autres grâce à des enzymes. On verra plus tard dans les vidéos sur le matériel et les produits qu'on peut apporter aux plantes directement ces acides aminés par les racines ou la voie foliaire pour leur faciliter le travail, pour les aider à métaboliser ces grosses molécules sans qu'elles se fatiguent de trop. Et ça, c'est particulièrement utile quand il s'agit d'une bouture de sauvetage trop faible pour repartir d'elle-même. Ok, donc pour résumer, bouture de tête, donc avec plein d'oxydes naturels, des acides aminés, une bonne température pour assurer une bonne activité pour les enzymes, boum, rhizogenèse garantie. Ça, c'était le premier cas. Prenons maintenant la situation opposée, une bouture située tout à la base de la plante, ce qu'on appelle communément le pied mère. À cet endroit, la sève ne contient pas ou très peu d'auxine. Elle est au contraire principalement chargée en cytokinine. Dans ce cas-là, le tout premier organe à sortir après la coupe sera une nouvelle tête, un nouvel apex, le fameux bourgeon axillaire dont on a parlé dans ma vidéo précédente. Dans le cas des aracées, cela se manifeste le plus souvent par l'apparition d'abord d'une nouvelle feuille, à partir de laquelle se développera un nouveau nœud, et c'est à ce moment-là seulement que de nouvelles racines arriveront. En général, ce processus de bouturage est plus long que le bouturage de tête et demande davantage d'énergie à la plante. La première feuille à sortir est en général très juvénile, très petite, mais si le pied mère était suffisamment gros et comportait un bon système racinaire avant la découpe, alors les feuilles suivantes doivent normalement évoluer en taille assez rapidement grâce à toutes les réserves accumulées. Petite parenthèse importante, on comprend au travers de ce processus l'importance d'avoir une plante bien engraissée. Je veux dire par là une plante saine, bien nourrie, surtout pas carencée, qui a toujours une bonne lumière, donc un bon métabolisme. Parce qu'une fois la coupe réalisée, alors le tronçon prélevé, qu'il comporte une feuille ou pas, doit puiser dans ses réserves pour être capable de sortir cette nouvelle feuille, ce nouveau nœud et ces nouvelles racines. Si tu boutures de cette manière une plante qui était faible, voire qui végétait depuis des mois, ou pire, qui avait commencé à pourrir, tes chances de réussite sont nettement réduites. Il y a de grandes chances que le tronçon finisse par avorter et par pourrir. Et là, il n'y aura pas grand chose à faire.
De manière générale, retiens que bouturer une plante en bonne santé te garantira toujours de meilleurs résultats. D'ailleurs, je fais une parenthèse de parenthèse, c'est la raison pour laquelle je te conseille de toujours bien te renseigner quand tu achètes une bouture à un particulier. N'hésite pas à lui demander ses conditions de culture, son entretien, son engraissage, depuis quand il possède la plante, parce que toutes ces informations te guideront sur le sérieux du vendeur ou au contraire s'il y a des red flags. Dans le cas d'une bouture prélevée au milieu du tronc, la situation est encore différente, puisque les concentrations d'auxine et de cytokinine dans la sève sont à peu près équivalentes. Résultat, après un bouturage, la plante ne sait pas quoi faire. Le manque de dominance d'une hormone par rapport à l'autre rend la plante incapable de former quelconque organe utile. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans le meilleur des cas, les cellules continuent de proliférer, la plante continue de vouloir se développer, mais les cellules sont incapables de se différencier. Elles sont incapables de choisir si elles vont devenir une feuille ou une racine. Résultat, on se retrouve avec ce qu'on appelle un cale. C'est un amas de cellules inutiles, indifférenciées, qui s'accumulent sans rôle précis. C'est quelque chose que l'on observe très facilement lorsque l'on bouture en eau. On observe cette substance un peu gluante et blanchâtre autour des nœuds. C'est cet amas de cellules indifférenciées, le cale. Le souci, c'est qu'à ce stade, ça peut être difficile pour la plante de repartir. Mais comme toujours, on peut l'aider. Pour cela, l'idée sera de faire pencher la balance hormonale d'un côté ou de l'autre pour relancer l'organogénèse. Pour cela, on peut apporter aux plantes de l'auxine de façon exogène, via des apports extérieurs. Là encore, on en reparlera dans une vidéo dédiée aux produits, mais il existe par exemple le Clonex, qui contient de l'auxine de synthèse, où on peut aussi fournir à la bouture des précurseurs naturels des auxines, contenus dans les produits à base de certaines algues pas trop hydrolysées ou encore avec des acides aminés, pour que la bouture puisse produire ses propres auxines, si tant est qu'elle en ait la force. Sincèrement, la meilleure méthode, c'est carrément de combiner les deux. On passe maintenant au dernier intérêt horticole des phytohormones, à savoir leur influence sur les variégations. Note que ce que je vais t'introduire ici constitue une expérimentation réfléchie et réalisée exclusivement par Soven du compte Jungle Eden, pour laquelle je me suis proposé d'élargir la visibilité d'Instagram à YouTube, puisqu'elle n'a plus le temps de le faire. Mais il ne s'agit en aucun cas de quelque chose qui vient de moi. Il me semble important tout d'abord de te mentionner que ces expérimentations ont été réalisées initialement par Soso en prenant pour source divers articles de littérature scientifique qui tentent à montrer une corrélation significative entre les taux de cytokinine exogènes, donc extérieurs de l'environnement de culture d'une plante, et du caractère panaché de son feuillage. Autrement dit, il semblerait que l'environnement de culture d'une plante, et notamment sa nutrition, pourrait affecter le phénotype de la plante, c'est-à-dire la manière dont le gène porteur des variégations s'exprime. Bon nombre de ces articles sont relatifs à des expérimentations réalisées en milieu in vitro, notamment pour la culture tissulaire, le PTC, le clonage. Si ça t'intéresse, tu pourras en trouver plein d'exemples sur internet, par exemple sur Google Scholar. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu, parce que je le rappelle, je ne suis pas spécialiste du domaine, oui j'ai un doctorat mais pas en biochimie, donc je fais de mon mieux pour comprendre comme tout le monde. Mais de ce que j'ai compris, ces études suggèrent que des apports conséquents de cytokinine dans le support de culture d'une plante pourraient favoriser l'expression des variégations chez une plante porteuse du gène. Bon, c'est un super gros raccourci, mais on va dire que c'est suffisant comme explication, ok? Si j'ai bien compris, ce sont ce genre de résultats qui ont poussé Soven à tester chez elle l'utilisation de cytokinine exogène pour aider à stabiliser les variégations chez ses plantes. Et tu sais quoi? Ça a plutôt bien fonctionné. Cela dit, attention, il n'y a pas de magie. La génétique d'une plante reste et restera toujours le premier facteur à considérer quand il s'agit de variégation. D'où l'importance de choisir la plante que l'on souhaite cultiver avec soin, de bien demander des photos du pied mère s'il s'agit d'une bouture de tronc, ou d'attendre de voir les premières feuilles d'un bulbi s'il s'agit d'un alocasia par exemple. Ici encore, on est dans une démarche d'aide à la plante, de soutien à la plante pour l'aider à stabiliser au mieux son handicap, à la maintenir le plus équilibrée possible, de sorte à éviter la réversion ou pire l'évolution vers du full blanc. Je dis pire parce qu'une plante qui réverse, certes c'est pas cool, mais elle vivra, alors qu'une plante qui évolue vers du full blanc finira inévitablement par mourir. Tout ceci fera l'objet d'une vidéo spécifique sur l'entretien des plantes à variégation, parce que non, les apports en cytokinine exogène ne fonctionnent pas tout seuls, ils sont simplement le rouage d'une plus grande machinerie, d'une partie de l'entretien à fournir. Je ne l'aborde pas entièrement aujourd'hui parce que c'est beaucoup trop tôt dans le programme. Il faudrait d'abord qu'on aborde la nutrition azotée, l'activité enzymatique et les différents spectres de lumière. Mais pour le moment, sache que, comme les auxines, il est possible d'apporter à nos plantes des cytokinines exogènes, donc extérieures. Sauf que là, ça se complique un petit peu parce que si aujourd'hui on sait produire des auxines de synthèse, on ne sait pas faire la même chose pour les cytokinines, ce sont des molécules plus complexes. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va les chercher dans des substances organiques qui en contiennent naturellement.
C'est le cas des produits à base d'algues pas trop hydrolysées, comme les liquides océans par exemple, ou encore dans les engrais organiques dont l'azote, donc l'azote organique, a été extrait spécifiquement à partir de vinasse de maïs, puisque l'albumène de maïs est riche en zéatine, une des 3 formes de cytokinine naturelle. C'est ce que l'on retrouve par exemple dans l'or brun géranium. Voilà, je crois qu'on a fait le tour à propos des auxines et des cytokinines. J'espère n'avoir rien oublié d'important. Comme d'habitude, donne-moi tes retours et tes questions en commentaire. Un petit like pour soutenir la chaîne, je t'en serai très reconnaissante. Dans la prochaine vidéo, on abordera le premier épisode du blog dédié aux plantes care. On abordera en profondeur le paramètre le plus important quand on cultive n'importe quel type de plante, la lumière. Il y a trop de méconnaissances et de fausses croyances sur le facteur lumière, alors on va reprendre tout ça en détail. On parlera de la distribution de l'insolation en fonction de la latitude. Là, je mettrai ma petite casquette de paléoclimatologue. On parlera de la photopériode, des différents spectres de lumière. On parlera aussi de la différence entre les lux, les lumens, les PAR, les PPFD. Et on testera même ensemble plusieurs appareils pour mesurer tout ça. Bref, je te laisse activer la petite cloche pour ne pas la rater. À très vite. Ciao, ciao!